matin, on va s'interroger sur une question relativement intéressante. Et vous verrez que la réponse est probablement déjà dans la question. Égalité professionnelle, la bataille est-elle gagnée? Vaste sujet. L'égalité professionnelle, elle entre dans la loi dès 1972. On établit à ce moment-là qu'à travail égal, salaire égal. La ministre vient d'en parler. Depuis 1998, on a l'index sur l'égalité homme-femme. J'ai envie de commencer avec vous, Paige, et vous, Xenia. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette égalité homme-femme, 50 ans après la première loi de 72 et 3 ans après l'index d'égalité? Est-ce que les marqueurs ont bougé aujourd'hui? Vous voulez que je commence? Oui. Déjà, bonjour et merci pour la question. Paige Guild, Coca-Cola. Je trouve qu'effectivement, ça fait une différence. Chez nous, je peux vous dire qu'à travail égal, nous avons un salaire égal. Chez notre, du côté industriel, chez notre embouteilleur de Coca-Cola European Partners, nous avons un index de 99 sur 100. Et je peux vous dire qu'en tant que dirigeant d'entreprise, quand on mesure quelque chose, on peut faire du progrès parce que ça devient public. Et c'est vrai que les salaires, de pouvoir voir les salaires, ça reste invisible, sauf si on mesure. Donc, je reconnais que ça a fait une différence. J'ai travaillé dans beaucoup de pays dans ma carrière chez Coca-Cola depuis 18 ans. En Asie, en Chine, à Hong Kong, à Singapour, aux États-Unis, à Londres. Et en arrivant en France, il y a 9 mois, dans ce poste, j'avoue que j'étais un peu étonnée qu'il y avait ce genre de mesure en place. C'était la première fois que j'avais vu une telle mesure qui a été impliquée sur les entreprises. Je regrette, j'avoue, qu'il faut mettre quelque chose comme ça en place. Je pense que personnellement, les entreprises devraient prendre responsabilité, devraient être plus proactifs. Donc c'est dommage, quelque part, qu'il faille mettre des sanctions en place pour les entreprises pour avancer l'égalité. Mais effectivement, en France, à Coca-Cola, nous sommes en train de mesurer ça. Ça reste un sujet excessivement important. Avant de donner la parole à Xenia, on abordera la question des quotas peut-être un tout petit peu plus tard. Vous m'avez dit toutes les deux, Paige et Xenia, qu'il vous est arrivé dans votre carrière de vous retrouver dans des assemblées quasiment exclusivement masculines et que vous jouiez le rôle de la seule femme. Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on est accompagné aussi par des hommes, par des patrons d'entreprise qui nous permettent de grandir différemment et d'avoir une trajectoire, ma foi, pas si commune que ça aujourd'hui? Je vais vous donner la parole peut-être, Xenia. Donc, vous êtes gérante associée du cabinet Hogan Lovells, si je l'ai bien dit. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis avocat. Donc, du coup, je suis dans la profession juridique que j'exerce depuis bien maintenant 30 ans en France. Je ne suis pas française à la base. Je dois dire qu'effectivement, dans notre profession, on n'a pas le problème d'égalité parce qu'on a beaucoup de femmes. Je pense qu'on a même plus de femmes que d'hommes dans la profession des avocats. Mais on a le problème vers le haut, n'est-ce pas? C'est que plus vous montez, moins il y a de femmes qui finalement restent dans le métier. En revanche, ce qu'on observe, et moi je suis avocat d'affaires, n'est-ce pas, c'est quand nous entrons dans les salles de réunion pour faire des négociations, nos interlocuteurs dans les entreprises, encore aujourd'hui, sont quand même très très masculins. Et effectivement, il m'est arrivé dans ma carrière, et encore récemment, de me retrouver seule femme dans une réunion avec 15 hommes en face de moi. Moi, ça ne me pose pas de problème parce que voilà, je suis à la fois habituée et puis c'est un peu aussi... je suis comme ça, mais je pense que c'est très intimidant dans l'absolu de se retrouver comme ça. Et d'autres femmes avec qui j'ai eu à parler, ils disent, bon, il y a un problème, c'est que les femmes dans des réunions comme ça ne sont pas écoutées, ne sont pas considérées, on les traite un petit peu comme un petit peu... incompétente, c'est peut-être trop fort de dire ça, mais il y a un petit aspect comme ça. Et il y a même des anecdotes, mais ridicules. Quand il faut apporter le café, ben c'est la femme qui va se lever, qui va apporter le café. Enfin, elle va le faire naturellement. Alors on se demande pourquoi.
Et voilà, donc il y a encore ça à faire. Mais ceci étant dit, depuis 50 ans, alors moi je ne suis pas en France depuis 50 ans, n'est-ce pas? Je suis que depuis 30 ans. Mais depuis 30 ans, ce que moi je peux observer, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce domaine. Et je pense que c'est aussi beaucoup grâce à toutes les mesures qui sont prises, grâce aux crèches, au fait qu'on peut garder les enfants. Nous, on a beaucoup d'amis en Allemagne, donc c'est impossible de garder les enfants là-bas. Donc ça pose un problème très important. Donc il y a un ensemble, si vous voulez, au niveau de toute la société qui doit aider les femmes à continuer, à ne pas abandonner, j'allais dire, la carrière une fois qu'elles ont atteint un certain degré dans la progression. Il faut éviter les choix radicaux, n'est-ce pas? C'est qu'arriver à un moment donné, tout d'un coup, c'est soit la famille, soit la carrière. C'est ça qu'il faut éviter, je pense. Et en même temps, Xenia, vous êtes contre les quotas. Vous dites imposer des quotas. Je suis pour la méritocratie. Globalement, c'est votre point. Guillaume Charlin, c'était aussi votre point. Une vision de la méritocratie plutôt que des quotas. Xenia, je vous laisse réagir et Guillaume, vous enchaînez. Oui, c'est vrai que je suis contre les quotas. Je suis très dubitative sur les quotas parce que on cherche quand même avant tout des gens compétents. Et donc, par conséquent, imposer des quotas, à la fois, ça crée une voie, j'allais dire une deuxième voie pour des gens dont on peut ensuite douter de la compétence, puisqu'on va dire, il est là parce qu'il y avait le quota. Ça décourage aussi les hommes. Moi, j'ai entendu aussi des réactions des hommes qui disent, à la fin, il suffit d'être femme et puis on passe. Et nous, on n'a plus aucune voix quelque part. Donc, moi, je suis beaucoup pour effectivement le mérite des gens. Mais il faut créer un climat qui fait que quand on est méritant et compétent, on est promu, on accède à des postes de responsabilité. Guillaume Charlin, donc, vous êtes directeur général de Boston Consulting Group France, plutôt contre les quotas. Vous m'expliquiez que parfois il y avait quand même des difficultés à recruter aussi. Madame la ministre, vous vouliez intervenir peut-être? Parce que malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester, mais il faut vraiment que je vous dise quelques mots. Parce que c'est éminemment précieux pour moi d'entendre les feedbacks que vous êtes en train de donner là. Et je pourrais partager 1001 anecdotes telles que celles que vous venez d'évoquer. Et je voudrais m'arrêter un instant sur la méritocratie. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière, il y a 30 ans, je haïssais le terme quota. Je ne voulais pas être recrutée parce que je suis une femme, encore moins parce que je suis noire et encore moins parce que j'ai un handicap. Je me disais, mais ma compétence doit suffire. Je veux que personne dans l'entreprise me dise, toi tu es là parce que tu es noire ou parce que tu es une femme. C'est humiliant d'une manière qu'on n'imagine pas. 30 ans après, vous l'avez dit, chère madame, lorsque vous assistez à des réunions aujourd'hui, et je pense que nous sommes de la même génération, il y a encore une majorité d'hommes. Aujourd'hui, il y a à peine 20% de femmes dans les postes de direction, là où les décisions se prennent, alors que ces décisions nous concernent directement. Il y a encore du sexisme dans l'entreprise parce qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs. Il y a pléthore d'études qui ont montré que la mixité et la diversité étaient une force pour l'entreprise. Et pourtant, nous sommes encore à 20%. Je suis comme vous. J'aurais aimé que nous n'ayons pas besoin des quotas. J'aurais aimé croire que la méritocratie suffisait. Je ne demande pas à ce qu'on mette des femmes incompétentes et incapables à des postes. Ce serait totalement contre-productif. Mais pour moi, la méritocratie, c'est donner la possibilité aux femmes de percer ce fameux plafond de verre. Pour moi, la méritocratie, c'est donner la possibilité aux personnes qui ont du talent, indépendamment de leur handicap ou pas, indépendamment de leur genre, de leur origine, indépendamment de leur classe sociale. C'est leur donner la possibilité de montrer qu'ils sont capables. C'est ça la méritocratie. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ou alors, qu'on me montre les chiffres. Battons-nous pour ça, parce que je suis convaincue que notre société y gagnera. Et j'adorerais que l'on ne parle plus de quotas parce que les choses se font naturellement. Mais vous le savez, comme je le sais, ça ne se fera pas naturellement. Merci beaucoup, en tout cas, de votre engagement et merci d'être là. Merci beaucoup. Je vous laisse. Merci.
Bon, alors, Guillaume Charlin, c'est à vous de rebondir maintenant. Je vais aller dans le sens de Madame la Ministre, parce que quand je disais que j'étais pour la méritocratie, c'est quand je parlais de BCG, où on arrive à la faire vivre dans un métier qui est bien particulier, avec des profils qui sont très homogènes, des gens qui sont très ambitieux, qui veulent progresser très vite. Le mythe de la méritocratie, il est tué par les chiffres. Quand on voit qu'il y a 20% d'écart de salaire entre hommes et femmes, qu'il y a la moitié de cet écart qui est expliqué non pas par des différences de nombre d'heures ou par des différences de rôle, mais qu'il y a la moitié qui est expliquée par des différences de taux horaires à job équivalent, évidemment que la méritocratie, elle prend un grand coup de canif dans le contrat de confiance qu'elle institue entre l'institution et son employé. Et donc la méritocratie, elle a montré qu'elle marche. On montre par les chiffres qu'elle ne marche pas. Je pense que ça soulève évidemment des problèmes plus larges. Donc le quota, un bien pour un mal, je sais pas, j'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus, puisque on verra si ce projet de loi survit. C'est une tactique, on l'a bien compris. Le problème, il est beaucoup plus gros. Et il part du recrutement, il part des formations, il part des évaluations de performance, de la définition de qu'est-ce que c'est que de la performance. Il y a quand même des biais très importants quand on parle, et pour nous, c'est un sujet extrêmement important qu'on a beaucoup étudié en interne et aussi en externe chez nos clients. On sait que les femmes, et beaucoup d'études l'ont démontré, sont plus à l'aise dans des environnements où le jeu est collectif plutôt que le jeu est individuel. On sait que les femmes vont être plus en zone de confort quand on va être dans l'action et la démonstration de l'impact plutôt que de la conceptualisation d'une vision. Alors il est évident que si on définit comme critères de performance les zones de confort des hommes par opposition aux zones de confort des femmes et qu'on ne pondère pas ça, eh bien c'est évident qu'à la fin on a un système d'évaluation de performance qui va sortir des biais. Et donc il y a un énorme travail de fond à faire sur finalement toutes les dimensions RH, depuis le recrutement, la rétention, les processus d'évaluation. Il y a des biais cognitifs en fait de partout qu'on a bien étudiés nous, par exemple avec l'intelligence artificielle, sur la façon et les mots qu'on utilise pour évaluer les gens. Et donc c'est un travail qui est beaucoup plus profond que d'aller chercher quelques femmes pour mettre dans une instance de direction. Ça c'est l'output, ça va être la partie visible de l'iceberg. Le vrai travail est en profondeur et celui-là il prend du temps. Et c'est pas pour donner du temps au temps, mais c'est pour bien faire les choses. Je vous interromps un tout petit peu, je vais reprendre ce que disait Madame la Ministre. Ça fait 50 ans que le combat a commencé. Qu'est-ce qui fait que 50 ans plus tard, malgré tout un tas de mesures, on a eu quand même dans nos gouvernements des gens très volontaristes sur ces sujets-là, on ne soit pas encore au niveau? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est l'état d'esprit des gouvernants? Est-ce qu'on abordera un peu plus tard la thématique de l'école, de la formation des élites de demain? Qu'est-ce qui justifie ça? Vous me disiez d'ailleurs, moi j'aimerais bien embaucher plus de femmes. On a un problème on n'a probablement pas assez de candidatures en fait à recruter. Je vais peut-être enchaîner, je ne vais pas monopoliser la parole, mais nous en entrée, on a aujourd'hui 40% de femmes. D'accord? Et ça fait 10 ans qu'on a ça. Aujourd'hui, on a un peu plus de 10% de nos femmes qui sont associées. Et je me suis beaucoup plongé sur la question. Et si je fais la synthèse de ce que me disent les jeunes femmes chez nous, c'est une carrière de femme, c'est une carrière le vent dans le nez. C'est-à-dire qu'on a nos biais personnels, avec parfois des sujets de confiance, mais aussi parfois des sujets de zone de confort, comme je l'évoquais, qui sont différents des critères d'évaluation. Il y a des sujets en fait, de charge mentale et de charge au sein du couple qui n'est pas répartie de façon équitable. On y viendra un peu plus tard. Oui. On y viendra un petit peu plus tard. Et puis, il y a des biais sociétaux. Un homme qui a une promotion dans un poste à responsabilité, son entourage va le féliciter. Formidable. Une femme qui a une promotion, en tout cas c'est ce qu'elles me disent, son entourage s'inquiète en disant « mais comment vas-tu faire avec les enfants et la famille ?» Et donc ça renvoie un signal qui est extrêmement dur. Et ça, ce n'est pas au cœur de l'entreprise que ça se réjoue, c'est au cœur de la société. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on en est là. C'est que l'entreprise est un véhicule formidable pour essayer de traiter ce problème, mais il est plus large, il est beaucoup plus large. Et donc cette femme qui m'a sorti cette expression que j'aime beaucoup, qui est quand on est une femme, on fait une carrière avec le vent dans le nez. Le vent, il est aussi à l'extérieur, et beaucoup à l'extérieur. Et c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on arrive à résoudre. Pour autant, encore une fois, vous êtes président d'entreprise, vous avez des comités de direction. Je ne m'avance pas trop si je dis qu'ils sont probablement majoritairement masculins. 40-60, 40% femmes, 60% hommes. On est quand même sur cette inclinaison-là. Xenia, vous l'avez évoqué, Paige aussi. Je vais peut-être donner la parole à Élie Girard, qui est président d'Atos.
grosse entreprise, 110 000 salariés à travers le monde, si j'ai bien lu mes notes. Oui. On se parle d'une très grosse entreprise cotée en bourse. Grosse responsabilité sociale aussi par rapport aux femmes. Quel regard vous portez sur l'égalité en entreprise et salariale plus généralement? La question est très large. Je souscris à tout ce qui a été dit. Peut-être juste sur les quotas, ouais, qui est un débat éternel sur lequel je crois qu'on a tous une part de nous-mêmes qui est dubitative, et l'autre, on se dit, oui, mais à un moment, il va quand même falloir faire quelque chose. Je voulais juste partager une chose qu'on a faite chez nous qui pour l'instant, fonctionne. Sur les instances dirigeantes, c'est-à-dire sur le top 450 du groupe. Il y a 18 mois, on avait 12% de femmes. Le groupe est à 31% de femmes. Le secteur, donc on est dans les technologies, les services de technologie, le secteur dans le monde est à 30% de femmes. Ce qui est un problème en soi, mais qu'on peut contribuer à résoudre, nous, avec nos concurrents. Donc 30% dans le secteur mondial, on est à 31-32% sur l'entreprise, et on était, il y a 18 mois, on était à 12% sur le top 450, ce qui pour moi est le plus gros problème en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que la façon de sélectionner le top 450 était, ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est entre regarder le passé et regarder l'avenir, c'est-à-dire les critères étaient la responsabilité, le niveau de responsabilité, la taille du PNL, etc. C'est-à-dire, en fait, une façon de regarder vers le passé. On regarde la photo aujourd'hui, donc c'est totalement autogénérateur. Et du coup, on a introduit un deuxième critère, donc on a gardé quand même la responsabilité managériale, un deuxième critère à exprimer par le patron, par le manager, qui est le potentiel de la personne à 5 ans. Et donc, sans mettre de quota, on voit ça détend quand même les managers, qui la plupart sont des hommes, évidemment, parce que c'est les managers de ces gens-là, plus on monte, évidemment, plus il y a des hommes, dans la photo de l'époque. Et en rajoutant ce critère, on se projette dans l'avenir, même si un certain nombre d'entre eux ont des biais, évidemment, on détend quand même les gens qui arrivent à se projeter, à se dire, oui, non, dans 5 ans, parce que beaucoup d'entre eux se disent, non, je ne la vois pas dans ce job, parce qu'ils sont enfermés dans leur biais. Vous leur dites à 5 ans, et là, ça ouvre un petit peu les synapses, et ça nous a permis de monter à 32%, en fait. Donc, sans avoir à mettre de quota. Donc, le fait de demander aux responsables, qui malheureusement aujourd'hui sont très majoritairement des hommes, de se projeter à un horizon un peu plus lointain, ça permet de constituer des cercles de management, je pense, sans avoir à constituer de quotas, qui sont plus équilibrés. Et une fois qu'on est là, moi ensuite, dans mon comité exécutif, qui n'a que 15%, aujourd'hui on était à 5% il y a 18 mois, c'est de ce top 450 que je vais pouvoir faire monter. Donc il faut le faire, un peu comme vous disiez, il faut le faire à chaque échelon. Voilà, je voulais juste partager ça, parce que je ne dis pas qu'il faut éviter absolument les quotas, parce que je partage aussi ce que la ministre disait, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Mais ça a très bien fonctionné. Bon. Il y a une autre chose quand même, vous parliez de ce qui a changé depuis 30 ans. Je crois beaucoup dans ces index. Bon, après, on peut discuter de la façon dont ils sont construits, mais le fait de les publier, la publication, la ministre vous disiez, dès on est tous dans les entreprises, on a des chiffres, des indicateurs toute la journée. C'est tout ce qu'on compte et qu'on regarde se finit par s'améliorer. Le fait de le rendre public, c'est un vrai acte pour l'entreprise. Je peux vous assurer que nous, on regarde ça de très près avant de le publier, surtout à un moment, surtout dans des entreprises comme les nôtres qui sont, vous le rappelez, on a 110 000 salariés, c'est très labor intensive, comme on dit. C'est des questions que se posent les nouvelles générations avant de choisir leur entreprise. Donc c'est pour nous un objet de compétitivité aussi qui est majeur. Et Loïc Perrache, vous êtes directeur général d'HEC Paris. Votre position elle est un peu différente du coup par rapport au speaker d'aujourd'hui.
vous voyez des présidents d'entreprises de façon assez large, puisque vos étudiants vont dans ces grandes entreprises. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement qui s'opère aujourd'hui ? Est-ce que la mentalité, en France notamment, est en train d'évoluer ? On aura peut-être un petit regard sur l'étranger, parce qu'on en a un peu discuté, mais déjà sur la France, est-ce que les patrons d'entreprise sont en train de changer sur la question de l'égalité homme-femme ? Le thème de la session est fortement provocateur. Vous avez donné les données tout à l'heure. Si je regarde les données au niveau de la sortie des écoles, il y a en France ce qu'on appelle la conférence des grandes écoles, donc un rassemblement d'écoles. Ils font des enquêtes assez régulières. Et la dernière, il y avait 190 écoles qui ont participé, donc 175 000 étudiants. Ce que moi j'ai vu, c'est que les différences de salaire, alors 190 écoles, ça agrège des écoles très différentes, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et autres. Donc il y a des différences entre les écoles, mais les différences de salaire sont plus faibles qu'il y a quelques années. Donc la dernière enquête montrait 5% de différence de salaire. Mais il y a quand même 5% de différence de salaire à la sortie. Une des raisons, ça peut être des choix sectoriels différents. Donc les hommes vont dans des secteurs plus rémunérateurs. Il y a plus d'hommes en finance. Et il y a effectivement plus de femmes, éventuellement en B2C. Et c'est des sujets pour ces entreprises-là. Mais c'était plus il y a quelques années. Donc c'est un petit peu plus faible. Par contre, la part de femmes avec un CDI est significativement plus faible que celle des hommes. La part de femmes qui sont les postes de cadre est plus faible que celle des hommes. Le temps de recherche est un petit peu plus long. C'est-à-dire la part de femmes qui a un contrat, une proposition avant son diplôme est un petit peu plus faible que celle des hommes. Donc, on l'a vu déjà tout à l'heure, mais même à la sortie, effectivement, c'est pas gagné. Ce qu'on voit sur le campus, c'est effectivement des sujets très différents. Alors effectivement, à HEC, nos étudiants ont en général pas mal de propositions à la sortie, donc ils ont plutôt l'embarras du choix. Mais on a effectivement des secteurs qui sont extrêmement demandeurs de recruter des femmes et qui ont du mal parce qu'ils se disent il faut des femmes candidates, et c'est ce qui était dit tout à l'heure. Je reprends la finance. Nous-mêmes, on lutte pour attirer des femmes dans le domaine de la finance, par exemple, en tout cas pour arriver à la parité. On n'y est pas tout à fait. Donc mécaniquement, ces entreprises-là ont un petit peu du mal. Et donc les femmes qui sont dans nos programmes sont recrutées au bout d'un mois dans le programme, enfin longtemps avant d'être diplômées. Et inversement, on a d'autres secteurs. On en parlait avec Page tout à l'heure, où il y a besoin de recruter plus d'hommes. Et donc je pense qu'il y a une conscience très forte de la diversité, dans un sens comme dans l'autre, avec nos interlocuteurs avec lesquels nous on discute. Après, ça pose plein de questions sur ce que nous, on doit faire sur le campus. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a énormément de formations, en dehors de la salle de cours habituelle, sur la négociation. Il y a le fameux « Women don't ask », donc l'idée de les former aussi, à essayer de se dire que si tu le mérites, tu es en droit de demander une augmentation de salaire, renégocier ton salaire de rentrée, etc. etc. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a des sujets sur tout ce qui va être réseautage, etc., sur lesquels on a besoin de les former. Et puis, le campus, c'est un lieu où à la fois on a de la transmission de savoir, on a des cours, mais il y a énormément de choses qui se passent à côté. Et donc, on est aussi très vigilant à la dynamique, sociale du campus, c'est-à-dire qu'il y a des associations sur les campus, il y a des enjeux d'élection, il y a des enjeux de leadership, et donc d'être très vigilant sur quelle est la part des clubs et des associations qui sont pilotés par des femmes, comment ça se passe, comment on arrive à les accompagner. Donc voilà, donc, prise de conscience de la diversité et pour nous aussi beaucoup de sujets en amont sur la manière de régler ça. Xenia, ça j'ai envie de... Oui, je savais. Juste sur une chose, de ce que vous venez de dire, pour les filles, là, avec la négociation, vous dites si tu le mérites, vas-y, demande l'augmentation de salaire. Le problème avec les filles que moi je constate, avec les femmes, non, c'est qu'elles pensent qu'elles ne le méritent pas. Elles n'osent pas. Elles pensent qu'elles ne sont pas assez bonnes. Elles pensent qu'il faut encore atteindre 100% de la perfection. Les hommes, c'est, je ne sais pas combien, 75% du résultat qu'ils estiment que c'est bon et qu'on y va. Donc je pense qu'il faut former les filles ou les femmes à cela, à aller de l'avant, à aller oser. Et ça, c'est très important qu'il y ait une culture dans l'entreprise qui fasse que
c'est encouragé, on y va, il y a des rôles modèles qui les encouragent à faire ça. Sinon, elles restent toujours à atteindre 5%, 100%, c'est pas atteignable, donc on ne progresse pas. Xenia, quand nous avons préparé cette table ronde, vous me disiez aussi, former, accompagner les filles, c'est bien, accompagner et former les garçons, c'est mieux. Ça va avoir un impact probablement aussi sur un mindset général de comment on dirige une entreprise, comment on donne sa chance à tout le monde, hommes-femmes bien sûr, mais au-delà et dans la diversité plus largement. Oui, ça c'est vrai, c'est un vrai sujet parce qu'on parle toujours des femmes, mais les femmes travaillent avec des hommes. Et donc tant que les hommes ont ces stéréotypes de femmes à des tâches subalternes, femmes à la maison, etc., quand il y a les enfants, c'est normal que la femme prenne son congé maternité, mais derrière, il y a bien sûr la question de la concurrence avec les hommes qui, eux, ne prennent pas de congé à l'occasion de la naissance des enfants dans leur foyer. Et du coup, ça crée vraiment cette distorsion sur place. Et donc, il faut qu'on travaille, il faut qu'on éduque les garçons et les hommes à soutenir leurs femmes, à être ouverts aux femmes qui travaillent avec eux, et aussi et surtout à faire leur part, surtout au foyer. Moi, je pense que c'est surtout ça le problème. On en parlait tout à l'heure, c'est le travail domestique, il est quand même fait surtout par les femmes, et même s'il y a eu des progrès au niveau de la société récemment. Mais moi, j'ai toujours entendu des collègues dont les femmes ne travaillent pas, qui eux travaillent beaucoup, c'est ma femme, elle s'occupe des enfants, du foyer, etc. Moi, je travaille, moi, je rapporte l'argent à la maison. C'est très difficile, bien sûr, d'être en concurrence avec des hommes comme ça quand vous êtes vous-même une femme avec des enfants et que vous allez faire votre part du travail à la maison que eux ne font pas. Donc c'est là qu'il faut qu'on intervienne et ça touche la vie très intime des gens, bien évidemment, parce que ensuite ils vous expliquent c'est comme ça, on a choisi, c'est notre choix de famille et l'entreprise n'a pas interféré dans ce choix de famille. Donc très délicat comme sujet. Abordons effectivement le sujet de la maternité. C'est un vrai sujet dans la carrière des femmes. Vous me faites la transition, c'est parfait. Le différentiel de salaire entre un homme et une femme, on parle des parents, on ne parle pas des non-parents, là on parle vraiment des parents. Le différentiel de salaire entre un homme et une femme par an à 25 ans est de 11%, à 45 ans il est de 25%. C'est-à-dire que, vous parliez un peu plus tôt, Élie, de la projection à 5 ans dans la carrière. Manifestement, les maternités sont des freins réel à l'évolution des femmes. En préparant cette table ronde, je me suis entretenu avec Jeanne Paulès, présidente de Philip Morris France, qui me disait mener une politique extrêmement volontariste autour du congé paternité pour rééquilibrer un certain nombre de choses. Je ne sais pas lequel de vous a envie d'intervenir en premier sur le sujet. Paige, peut-être ? Il y a un micro en plus, là. Oui, merci. Congé paternité, je suis d'accord que c'est un vrai levier, on va dire, qui est bien sûr lié au congé de maternité et le retour des femmes après le congé de maternité. Parce que, on en parlait un petit peu, c'est déjà, il faut que les entreprises créent un environnement pour que les femmes se sentent à l'aise dès leur retour. C'est très important de les assurer leur emploi et la continuation de leur carrière. Mais surtout de créer un environnement où elles peuvent continuer à équilibrer ce qui se passe à la maison, dans leur vie personnelle et ce qui se passe au bureau. Mais il faut aussi mettre en place des leviers pour que les hommes puissent aussi soutenir les femmes lors de petits-enfants ou d'enfants à la maison. D'où je suis très heureuse que ce congé de paternité soit mis en place. Nous avons ça aussi à Coca-Cola, c'est pour le deuxième parent, donc quoi que soit le genre, 30 jours. Et moi je peux parler aussi de point de vue personnel, d'avoir une aide en termes d'égalité à la maison entre hommes et femmes est vraiment primordial pour que les femmes puissent se concentrer sur leur travail, sur leur carrière. Je rejoins le point que c'est très profond, c'est culturel, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays, en termes de, non seulement dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, le rôle de la femme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille de beaucoup de différents angles. Donc, non seulement en donnant de la flexibilité aux hommes pour pouvoir aider, mais aussi en mettant en place des rôles modèles
de leur donner la parole, de pouvoir montrer aux femmes que c'est possible, de leur pouvoir avoir des discussions ouvertes de comment gérer justement cet équilibre, mais non seulement des rôles modèles femmes, mais aussi des rôles modèles hommes, parce que, comme vous avez dit, ces hommes, ils sont des patrons de femmes, des employés de femmes, des mentors de femmes, des pères de filles, et ils jouent un rôle excessivement important pour pouvoir mettre en place de montrer comment est-ce qu'il faut réagir et comment est-ce qu'il faut interagir avec des femmes, quoi que soit leur phase de vie. Et je pense que pour revenir à la maternité, j'ai participé à un panel sur les générations récemment. Et je pense que c'est aussi important de reconnaître que la maternité, ça devient quelque chose multigénérationnel maintenant. Donc, il ne faut pas qu'on parte du principe que toutes les femmes entre 20 et 30 ans vont avoir un bébé. Maintenant, ça peut se passer à 40 ans, même à 50 ans. Donc, il faut vraiment que les entreprises soient flexibles pour pouvoir s'adapter aux différentes phases de vie des femmes, mais aussi des hommes. Éric Perrage, HEC, vous voulez réagir ? Oui, on l'a dit tout à l'heure, il y a déjà des déséquilibres assez importants et structurels au sein de la famille, au sein du couple, qui posent un certain nombre de problèmes. Donc si en plus vous rajoutez de l'asymétrie assez forte, notamment à l'embauche, si vous avez 2 profils équivalents assez jeunes, les entreprises vont se dire, bon, là, elle va avoir 2, 3 enfants, elle va s'arrêter, je vais effectivement choisir l'autre. Donc tout ce qui remet de la symétrie à un moment donné, et vous savez qu'il va se passer à peu près la même chose que vous recrutiez l'homme ou la femme, c'est forcément de nature à corriger un certain nombre de sujets. Ce que nous, on a pu voir, et je ne suis pas spécialiste du sujet, mais c'est que vous avez aussi dans l'entreprise des moments ou des périodes sur lesquelles vous identifiez des hauts potentiels. Et plus vous allez identifier les hauts potentiels sur une phase 30-40 ans, plus les femmes vont être exclues éventuellement de cette identification si elles ont dû s'arrêter pour avoir 2 ou 3 enfants. Et donc on a vu des entreprises corriger pas mal les sujets que vous avez, les différences de salaire que vous avez pu évoquer, en élargissant très significativement cette période d'identification des hauts potentiels. Et parce qu'aujourd'hui, on peut effectivement avoir un enfant relativement tard, voilà, j'ai vu des entreprises aller jusqu'à 45 ans. Quand vous dites on, vous pensez aux hommes ou aux femmes ? Avoir un enfant tard ? Parce que c'est inscrit, avoir des enfants tard, c'est inscrit chez les hommes depuis très longtemps. Les femmes, maintenant, effectivement, comme le disait Paige, peuvent avoir des enfants un peu plus tardivement. Il y a un certain nombre de limites qui sont différentes. Mais je veux dire, ce sujet-là est forcément clé, quoi. Et justement, il y avait, je trouve qu'il y avait un point intéressant dans ce que disait Paige au sujet aussi de la culture et du rôle du modèle culturel. Est-ce que, justement, dans une école comme la vôtre, qui a été accusée aussi ces derniers mois d'avoir, pas d'entretenir, mais en tout cas de voir sévir une certaine forme de culture machiste sur le campus, est-ce que la question de l'acculturation des hommes, ou en tout cas de la prise en compte de ces enjeux-là par les hommes et de l'importance du partage et de l'importance de la parole donnée à la femme, est-ce que ça, c'est des choses que vous infusez aussi progressivement dans les formations de ceux qui seront de futurs managers ? Ouais. Alors, c'est des sujets qui sont pas simples. C'est même parler aux hommes et parler aux femmes, même parler aux femmes de ces sujets-là. Souvent, quand elles n'ont pas eu d'expérience professionnelle, c'est assez compliqué à avoir. C'est beaucoup plus simple dans le cadre du MBA, par exemple, où elles ont 30 ans, où effectivement elles reviennent. La question des rôles modèles que vous avez évoqués, elle est absolument fondamentale. Et c'est des sujets sur lesquels effectivement on travaille beaucoup sur le campus. On en reparlera peut-être au moment de l'innovation et de l'entrepreneuriat où on retrouve ces sujets-là de manière très forte. Mais que ça soit dans les types de carrières, c'est-à-dire qu'on a énormément, et je pense qu'on a beaucoup plus joué la diversité des rôles modèles dans les types de carrières que les gens peuvent avoir. Je pense que les étudiants aujourd'hui ont une palette à la sortie qui est beaucoup plus large qu'avant parce qu'on a étendu les rôles modèles et on a cette vigilance d'inviter effectivement à la fois des hommes et des femmes. On a énormément de séminaires sur tout un ensemble de secteurs. Mais comme vous l'avez dit, il faut qu'on arrive à attirer à la fois les femmes et les hommes dans ces dynamiques-là. Et c'est des choses qui ne sont pas simples. Élie Girard, Datos, vous vouliez réagir sur le congé maternité, le congé paternité ? Oui, non, je voulais alors juste avant ça, je voulais dire les chiffres que vous donniez tout à l'heure pas que sur HEC, mais sur la conférence des grandes écoles. En fait, au fond, je trouve que c'est les plus choquants parce que c'est vraiment les écarts de salaire à la sortie d'école
c'est du préjugé pur. Donc c'est complètement bon. Mais si on en vient au congé maternité, d'abord il y a le congé paternité. Enfin, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Je pense que c'est très bien. La deuxième chose, c'est que, et c'est ce qu'on vient de signer un accord avec les syndicats en France, là, chez Atos, qui accorde une grande part à ça, c'est l'accompagnement du retour post-congé maternité. C'est un vrai accompagnement avec un référent, et puis pas simplement de l'accompagnement de carrière, également un rattrapage salarial s'assurant d'une augmentation de salaire qui correspond aux augmentations générales pendant l'absence et à la moyenne des augmentations individuelles pendant l'absence. Donc il y a des choses qu'on peut résoudre, au moins en partie là-dessus. Et puis un dernier point que je voulais évoquer, alors peut-être qu'on va en reparler derrière, mais qui est le Covid, enfin la crise du Covid. Tout à l'heure, je crois que c'est Maurice Lévy qui disait c'est aussi un moment pour se réinventer. C'est très vrai. L'accélération technologique enfin, je ne vais pas vous faire le chapitre travail à la maison, etc., mais la flexibilité qui est introduite par les outils IT technologiques, on y a été forcé du jour au lendemain. Mais ce sont des choses, je pense, à positiver. Alors, surtout pas à extrémiser, mais c'est des choses aussi à positiver parce que, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui va permettre de remettre un peu les compteurs à zéro, de symétriser, comme vous disiez, dans ce domaine-là, le rapport au travail entre les hommes et les femmes. Donc, on parlait des tâches ménagères ou de... Excusez-moi, Elijah, je vais peut-être vous interrompre parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on va aborder. Je suis en train de faire dérailler votre... Oui, c'est ça, vous êtes en train de faire tout dérailler. Je veux bien qu'on reste un tout petit moment encore sur le congé maternité et le congé paternité, si vous permettez. Guillaume, vous vouliez... Oui, je voulais amplifier ce que disait Élie, parce que je suis complètement d'accord sur l'accompagnement du retour, qui est un moment clé, en fait, où typiquement, un événement majeur vient d'arriver, et c'est là où on se pose des questions fondamentales sur... Est-ce que j'ai envie de changer de vie? Est-ce que c'est bien pour moi de continuer, de reprendre, avec quelle intensité? Donc il faut vraiment l'accompagner, et nous on le fait beaucoup aussi. Et d'ailleurs le congé paternité, ça fait des années et des années qu'on l'encourage. Et là où je voulais en venir, c'est qu'en fait ce sont nos équipes qui nous l'ont demandé. Donc nous on a une moyenne d'âge qui est un peu inférieure à 30 ans, avec des gens très engagés, très ambitieux, qui travaillent avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est eux qui nous ont demandé ça en fait, et j'observe, moi qui suis dans la maison depuis bientôt 25 ans, une évolution quand même des générations, avec pour cette nouvelle génération millennials, même si c'est vrai qu'on ne peut plus parler de génération pour avoir un enfant, mais enfin, néanmoins, où on voit un équilibre à la maison beaucoup plus prononcé que ce qu'on pouvait voir il y a 25 ans ou il y a 30 ans, ou évidemment encore plus il y a 50 ans. Et le deuxième point que je voulais faire, c'est que, aussi, moi, ce que j'observe, c'est que finalement, ce que les femmes nous demandent d'un point de vue RH, les hommes le veulent aussi, mais n'osent pas le demander. Et donc, on va être amené à en parler, mais la flexibilité, le congé paternité, etc. En fait, nous, on utilise beaucoup les femmes maintenant pour finalement faire évoluer notre politique RH, avoir des insights finalement sur ce dont les gens ont besoin pour trouver leur équilibre professionnel, personnel, s'engager et se sentir bien chez nous. Et on utilise ces insights finalement pour faire évoluer nos politiques RH. Et la réalité, c'est que les hommes apprécient, sauf que souvent, ils osent pas le demander, alors que la femme, elle, finit par le verbaliser. Donc, je voulais apporter cet élément sur la table, parce que je pense que c'est aussi un mouvement d'inspiration qu'on a devant nous. Xenia, vous avez 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, et pourtant, une carrière enviable. Est-ce que après chaque grossesse, vous êtes posé la question de où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, ou est-ce que ça a jalonné ça de façon très personnelle, mais sans aucun impact sur la vie professionnelle? Alors, je me suis jamais posé la question. J'ai eu mes enfants très rapprochés. En 6 ans, j'ai eu les 4. Et j'avoue que j'ai eu un énorme soutien de l'entreprise où j'étais, enfin la firme juridique dans laquelle j'étais avant, et de l'associé avec qui je travaillais. Et je me souviens quand j'avais eu mon 3e enfant, à l'époque on était encore salariés, parce que là on est les professions libérales, normalement les avocats, mais là on était salariés, et j'avais le droit donc au code du travail qui donnait 6 mois aux filles pour le 3e enfant. Et je me suis quand même demandé, je me dis 6 mois, c'est quand même terriblement long pour aller prendre son congé et de disparaître de la vie de l'entreprise pendant 6 mois, c'est énorme.
Et je suis allée voir donc mon associé. Il m'a dit non, mais tu parles. 6 mois, ça passe très très vite dans une vie. Tu y vas, tu les prends, c'est génial. Enfin, d'avoir encore un enfant, c'est extraordinaire. Et voilà, donc j'ai eu un soutien immense de la part de mon entreprise, ce qui n'est pas le cas partout, malheureusement, n'est-ce pas ? Voilà. Et j'ai aussi, bien sûr, mon mari qui a beaucoup aidé, donc on était toujours ensemble à faire tout cela. Et bien sûr, j'avais une nounou à la maison. Donc c'est pour vous dire qu'il faut une infrastructure, qu'il faut le soutien de l'entreprise, le soutien de l'époux, etc. Et c'est là qu'on arrive à le faire. Mais si mon associé m'avait dit « Ah ben non, quoi encore un enfant ?» Je veux dire « Tu vas prendre 6 mois, tu peux oublier, etc. » Ça n'aurait pas été facile. Donc moi, j'ai eu cette chance. Guillaume, vous êtes toujours président de Coca-Cola France, depuis tout à l'heure. Question, il y a des hommes qui ont forcément encadré votre parcours, on en a un peu parlé en préparant cet entretien. Selon vous, qu'est-ce que ces hommes avaient de plus ou de moins que les autres pour vous permettre un épanouissement professionnel tel que vous l'avez connu ? Oui, j'ai travaillé du côté marketing et aussi du côté industriel, on va dire, de Coca-Cola. Et pendant 10 ans, en début de ma carrière, du côté industriel, où effectivement, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, surtout il y a 15-18 ans. Donc souvent, effectivement, j'étais la seule femme dans la salle. J'avais la chance, par contre, d'être accompagnée, d'avoir des mentors qui étaient exclusivement des hommes. Et qu'est-ce qui les différenciait ? J'ai réfléchi depuis notre discussion. Et je garde la réponse que je vous ai donnée, c'est que je pense qu'ils sont sensibilisés par leur propre expérience. Enfin, je serais intéressée de votre point de vue aussi. Soit parce qu'ils ont une femme qui travaille aussi, soit parce qu'ils ont une mère qui a travaillé, soit parce qu'ils ont une fille qui sont en train de vraiment soutenir à poursuivre ce qu'elle a envie de faire. Et ça les a sensibilisés, leur a peut-être ouvert les yeux plus qu'avant, à reconnaître que, comme ce qui s'est passé avec moi il y a 15 ans, où je me suis retrouvée dans un dîner avec toute la comité de direction, et moi j'étais très junior, j'étais en train d'assister à la réunion, et le CEO de l'époque a regardé tout le monde et a dit « Paige, pourquoi est-ce que vous êtes la seule femme dans la salle ? Dites-nous votre point de vue. » Et ça m'avait presque choquée parce que je n'avais pas vraiment reconnu justement que j'étais la seule femme dans la salle. Parce que j'avais tellement l'habitude de l'être. Mais ça a embarqué une discussion, une reconnaissance, une visibilité du fait qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et il faut qu'il y ait un homme, souvent, qui pose cette première question et qui rend visible quand il y a une inégalité. Et mettre en place des actions, ça commence souvent par le haut, que les hommes, encore souvent, fassent l'exemple, mais surtout qu'ils commencent à poser les bonnes questions et qui rendent ça visible. Je vous propose d'enchaîner avec le 3e sujet, merci. Sciences, technologie et innovation, les femmes au banc dès l'école. Je vous regarde. Je vous regarde. Effectivement, les femmes commencent des carrières scientifiques pour un certain nombre d'entre elles et elles s'arrêtent assez rapidement, expliquant ne pas se reconnaître dans ce milieu-là et ne pas avoir une place suffisamment claire. Éloïc Perrache, je vous propose de commencer par réagir sur ce sujet-là. Effectivement, dans le domaine des sciences, quand on regarde à HEC, à la grande école, on a à peu près 45% de femmes. Dans une école d'ingénieurs, dans les meilleures écoles d'ingénieurs, on va être loin de ces niveaux-là. Donc effectivement, derrière, c'est sans doute assez compliqué. Je discutais il n'y a pas tellement longtemps avec des investisseurs et on aime bien chiffrer, et c'est là où on a des chiffres, effectivement, on arrive à discuter un petit peu plus. Ils me disaient que dans le domaine de la deep tech, l'entrepreneuriat du tech, 6% des projets déposés auprès des fonds étaient portés par des femmes. Seulement 6%. Et donc,
2% des dossiers acceptés étaient portés par des femmes. Et donc, il y avait un sujet effectivement majeur. Et moi, je le vois sur le campus. L'entrepreneuriat a le vent en poupe en France, dans le monde, sur les campus, et c'est extraordinaire, une belle dynamique. Mais il y a effectivement un sujet pour les femmes. En tout cas, on attire moins de femmes dans le domaine entrepreneurial. Donc, je suis même plus dans les sciences, là, je suis vraiment dans l'innovation et dans l'entrepreneuriat. Ça couvre ce secteur-là. Hein. Les inégalités, elles couvrent ça, l'innovation, la technologie et les sciences. Globalement. Nous, au sein de l'incubateur, on va avoir 35% des projets qui sont portés par des femmes. Donc, on va être significativement au-dessus de ce que je vous ai dit dans le domaine des sciences. Mais même là, on a beaucoup de formations. Et pour revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure, je pense qu'effectivement, ce qu'on fait beaucoup sur les campus, c'est beaucoup travailler avec les femmes. Alors, on a sans doute une étape après à travailler encore plus avec les hommes, mais travailler beaucoup avec les femmes. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de recherches qui ont montré que les entrepreneurs sont des gens qui sont suroptimistes. Et pour être entrepreneur, il faut peut-être avoir ce grain de folie. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les entrepreneurs auraient bien mieux gagné leur vie s'ils n'avaient pas créé leur entreprise, en moyenne, que si jamais ils s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on demande à un homme d'évaluer éventuellement sa performance, il va dire « mais j'étais à 120%. » quoi. Et la femme, elle va dire « j'étais à 80%. » Et donc, ce grain de folie un peu, sans doute, de l'entrepreneuriat pour se lancer dans le domaine de l'innovation, c'est des sujets sur lesquels on travaille fortement. Il y a un enjeu de réseau, d'aller demander, d'aller ouvrir des portes, d'aller taper. On voit bien à quel point on doit surinvestir, nous, sur le campus, sur ces dimensions-là, parce que les femmes ont un peu moins le réflexe de se dire mais je vais pouvoir profiter des connexions que je peux avoir là qui vont m'aider dans le financement ou dans d'autres, que je vais aller taper un petit peu à des portes, etc., etc. Donc il y a, propre au milieu de l'entrepreneuriat, des biais individuels et sociaux qui nécessitent d'être corrigés de manière assez forte. Après, il faut attirer les femmes effectivement dans les écoles d'ingénieurs. On a un programme, nous, d'entrepreneuriat technologique. Et on est en train de l'ouvrir à des jeunes lycéennes, juste pour être observatrices. Il y a des gens qui créent des boîtes dans des domaines très techno, et que les filles de seconde ou première puissent être là et se dire mais c'est extraordinaire. Moi, je trouvais que la campagne de L'Oréal dans les aéroports, où on voit des femmes scientifiques qui ont eu des prix, là aussi, ça participe de ces rôles modèles. Et on doit donner envie, quoi. Donc il y a des magnifiques carrières à faire dans le domaine des sciences et dans la création d'entreprises pour les femmes. L'empowerment féminin, c'est pas un sujet tout neuf. Les femmes sont quand même assez conscientes à plein de niveaux qu'elles ont autant d'impact, de pouvoir et d'influence que les hommes. Pourtant, dans ces domaines spécifiques, il y a une différence qui s'opère en fait. Et c'est lié certainement au milieu, aux écoles. Vous disiez, Xenia, que vous aviez donc 4 enfants, 2 ont fait des études scientifiques et que ce que vous avez observé, c'est un milieu assez caricatural quand même des études scientifiques. Oui, absolument. Donc j'ai 4 enfants, donc 2 garçons, 2 filles. J'ai une fille qui est avocate, un garçon qui fait aussi les études de droit. Bon, ça c'est un peu... Et 2 autres, donc un autre garçon et une autre fille, une fille qui est docteur en chimie et le garçon qui est dans l'intelligence artificielle. Et effectivement, ce qu'il me raconte, c'est que il y a bien sûr très très peu de filles déjà à la phase des classes prépa. Ensuite, quand on arrive dans les écoles, il y en a encore moins. Et en fait, les garçons même qui sont dans les écoles d'ingénieurs, ils en souffrent beaucoup de ne pas avoir de filles avec qui ils peuvent interagir localement. Enfin, ça frise une anecdote, quoi, qu'il faut organiser une école à côté où il n'y aura que des filles pour organiser des bals, pour qu'ils se voient ensemble, etc. Ils souffrent beaucoup. Même les garçons qui sont à l'IX, par exemple, le l'IX qui est quand même une immense école, et moi j'ai eu des témoignages directs des gens qui ont été à l'IX. Leur préoccupation numéro 1, c'est où trouver des filles, parce qu'il n'y en a pas. Et Loïc Perrache, vous avez peut-être un point à travailler là. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. L'HEC, pas très loin de Polytechnique. Oui, ça va, voilà. Donc là, on peut, mais après, il y a les garçons de l'HEC qui... Et Élie Girard, votre entreprise, clairement... Pardon ? Oui, donc c'est à vous, Élie Girard. C'est vous, bonjour. Vous gérez une boîte qui est quand même sur la tech, on est vraiment dedans. En tant que patron de cette entreprise, comment est-ce que vous pouvez influer positivement pour essayer de rétablir une forme d'égalité sur les chances dans les métiers de la tech pour les femmes ?
Alors, c'est un sujet complexe, mais je pense, là, pour le coup, que les entreprises ont là aussi un vrai rôle à jouer dans l'interaction avec les écoles, avec les universités. On organise, alors c'est un travail un peu au long cours, mais parce que là, on est vraiment à la base du système, hein, à l'entrée du système. Je pense que c'est très important d'organiser des forums dédiés à l'égalité homme-femme avec les universités et avec les écoles. C'est ce qu'on fait régulièrement pour les sensibiliser, enfin, tout simplement en fait expliquer les métiers qu'on fait, parce que une fois qu'on explique les métiers, tout le monde comprend qu'il n'y a absolument aucune raison objective pour que ça soit plutôt pour un homme ou pour une femme. Alors ce qu'on fait aussi, c'est essayer d'aller dans les filières où, pour d'autres types de raisons, il y a plus de femmes mais qui ne sont pas directement des filières considérées comme technologiques, la chimie par exemple, la biologie, parce que il peut y avoir beaucoup de candidates qui peuvent venir sur des métiers technologiques. Donc voilà le genre de choses qu'on fait. Juste un point qui est, je ne sais pas si c'est une note d'optimisme ou en tout cas une note positive. On a un certain nombre de nouveaux domaines, enfin nouveaux à l'échelle du temps long, mais de nouveaux domaines de technologie qui croissent très très vite, où les femmes sont au moins à 50%, parfois même au-delà, comme la cybersécurité. Le niveau de diversité, d'ailleurs pas simplement de genre, le niveau de diversité, toutes ces dimensions de la cybersécurité, qui va finir par compter énormément de contingents, est très élevé. Donc, voilà, juste pour donner une note positive sur un sous-domaine technologique, mais qui est quand même amené à croître très fortement. Marion Calais, vous avez une question? Oui, Véronique qui nous suit en ligne et qui demande, à votre avis, les critères de décision diffèrent-ils entre les hommes et les femmes, et est-ce l'origine du peu de présence de femmes dans les postes de gouvernance d'entreprise? Je ne sais pas qui veut répondre à ce sujet. Est-ce que les décisions prises à la tête d'une entreprise par un homme et une femme peuvent différer, et est-ce que c'est ça qui impacte aussi le choix de mettre un homme ou une femme dans un poste de direction? Si je peux juste donner ma vision des choses, et ça c'est peut-être un peu ridicule, mais si on remonte au fond des âges, les hommes ils étaient les chasseurs à la conquête, les femmes gardaient le foyer. Et je pense que quelque part ça continue à exister, c'est-à-dire que les femmes sont plus prudentes, donc elles vont peser, mesurer les choses 3 fois avant de se décider, en moyenne j'entends. Hein. Et les hommes sont peut-être plus audacieux, ils vont y aller plus vite, plus fort, en prenant plus de risques. C'est pour ça que c'est intéressant, à mon avis, d'avoir les deux en même temps, pour justement pondérer chacun. Voilà, ça c'est... Est-ce que le genre définirait la personnalité? Oui, vous pensez? Paige, si je peux rajouter à ce point, je pense qu'on pourrait peut-être dire oui. Et c'est pour ça que nous avons fait des choses, enfin, comme ce dont vous avez parlé, de s'assurer que quand nous faisons des interviews, que les questions enlèvent le point de biais. Parce qu'on avait revu toutes nos questions d'interview qu'on avait mises en place. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on pourrait y avoir un biais, même avec les questions qui sont posées. Donc, ça, c'est une première chose. Même quand on fait des interviews, maintenant, c'est obligatoire d'avoir au moins une femme sur le panel de ceux qui sont en train de participer à l'interview. Il faut toujours, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis ça en place, il faut toujours avoir au moins une femme en option en termes de candidats. Donc, on ne ferait pas ce genre de choses si on ne pensait pas que c'était un problème. Donc, je pense que de mettre en place des moyens d'enlever les biais dont vous avez parlé, mais aussi d'amener des femmes dans la vision de candidature, ça peut faire une différence. Guillaume Charland? Je pense, sans être anthropologue, mais c'est vrai que dans les études que nous on a faites sur la façon dont les femmes, aux bornes de l'exercice d'un poste de pouvoir important, définissent leur objectif de vie, en fait, c'est une définition beaucoup plus holistique que celle d'un homme qui peut complètement surpondérer en fait la réussite d'une carrière, la création d'une fortune, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a une pondération d'objectifs personnels qui, en moyenne, est différente.
Je vous propose de passer au 4e et dernier thème de cette table ronde. Élie Girard, vous allez être content, on va parler de télétravail et de crise sanitaire. Vous avez un peu spoilé ma 4e partie, c'est pour ça je vous renvoie la balle. Globalement, les femmes s'inquiètent de ce retour à la vie normale. On note qu'une femme consacre en moyenne, c'est une étude de Harris, si je ne dis pas de bêtises, et on aura après des chiffres de BCG. Étude Harris, tout à fait. Donc les femmes passent en moyenne 2h44 pendant le confinement sur les tâches ménagères, incluant le fait de s'occuper des enfants, quand les hommes ne passent que, mais ça a probablement évolué avec les années, 2h02. Au bout d'une semaine, ça fait une demi-journée de travail supplémentaire. Au bout d'un mois, c'est 2 jours pleins, travaillés en plus. Du coup, elles s'inquiètent d'un retour plus ou moins à la normale. Je cite des chiffres donc qui viennent de chez vous, Guillaume, étude BCG. 60% des femmes qui ont réduit leurs horaires appréhendent un retour aux horaires d'avant-crise, contre seulement 40% des hommes. Un impact assez fort, donc, et une interrogation sur, maintenant qu'on revient à la vie normale ou presque, avec une généralisation du télétravail, quel est le risque pour nous, femmes, et quel est l'impact sur notre égalité professionnelle et sur nos perspectives d'évolution? Donc effectivement, on a voulu comprendre un peu la réalité du confinement, de ce qu'on vient de vivre depuis 18 mois, et ce que ça avait pu changer sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Effectivement, il y a une anxiété qui est supérieure. Alors, elle trouve son origine, et j'ai sorti mes fiches là pour être sûr des chiffres que je vais vous citer, dans plusieurs choses. Quand une femme est en télétravail, elle a 30% de chances en moins d'avoir un espace isolé dans la maison par rapport à l'homme, et elle a 50% de chances en plus d'être interrompue pendant qu'elle est au téléphone ou en Zoom. Donc, les conditions de télétravail ne sont pas les mêmes. Et là, je parle du confinement. Donc, je vais parler du court terme, et puis je reviendrai ensuite sur le moyen et le long terme, parce que je pense que les situations sont très différentes. Donc, le vécu du confinement, c'est celui-là. C'est compliqué. Quand en plus on rajoute un différentiel de charge mentale et de charge sur le foyer, parce que les écoles ont été fermées pendant quelques semaines, mais aussi parce qu'il a fallu faire plus de repas, s'occuper un peu plus des enfants, etc. Bon, bah, tout ça fait que le confinement, finalement, a été très compliqué pour les femmes, plus que pour les hommes. Et du coup, avec un niveau d'anxiété à la sortie qui est beaucoup plus élevé. Alors là aussi, je regarde mes fiches, mais on a plus d'un tiers Alors, tout le monde déclare, il y a plus d'un tiers des employés qui déclarent que ça a eu un impact négatif sur leur performance, un tiers des employés qui considèrent que ça pourra avoir un impact sur leur carrière. Quand on demande aux femmes, c'est ça, mais fois 1,5 par rapport aux hommes. Voilà, hein, donc il y a une surpondération. Ok, on tourne autour de cette question depuis un petit moment et j'aimerais vous la poser peut-être plus franchement. On est à chaque fois à la lisière entre la vie perso, on s'est parlé du genre, on s'est parlé, on est remonté un peu loin, Xenia, sur la différence entre les hommes et les femmes. Quelle est la responsabilité de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise elle a une responsabilité sur cette égalité, c'est-à-dire cette égalité qui déborde forcément à un moment donné ou à un autre sur la vie perso, sur les choix d'un couple, d'avoir des enfants, de donner la priorité à la carrière de monsieur plutôt que madame. Comment l'entreprise elle peut jouer son rôle là-dedans? Et est-ce qu'elle doit jouer un rôle en fait, ou est-ce qu'elle doit simplement plutôt suivre l'évolution des mœurs de la société? C'est compliqué, là c'est un vaste débat, mais l'entreprise, oui, forcément, peut jouer un rôle avec les limites que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un sujet de société, qui est un regard sociétal qui est porté sur la réussite professionnelle des femmes, qui est à double tranchant. Je réussis, oui, d'accord, mais comment vas-tu gérer ta famille? C'est quand même ça, souvent, le regard. C'est déjà un biais de le dire comme ça. Oui, mais c'est comment vas-tu gérer ta famille? C'est le regard sociétal qui est porté. Et ça, il ne vient pas de l'entreprise. Il vient de l'extérieur, il vient des parents, des amis. À quel point il n'est pas entretenu par l'entreprise? C'est une vraie question, pardon. Ouais. Encore une fois, on est face à des entreprises, on l'a un peu développé, majoritairement gérées par des hommes aujourd'hui. Ce sont les hommes qui définissent le cadre des entreprises, qui promeuvent d'autres hommes à la tête de ces entreprises. Est-ce qu'on peut se dire que l'entreprise n'a pas de responsabilité et est totalement vierge de l'impact sur la société? Ça va être compliqué quand même. Moi, je ne cherche pas à nier l'entreprise a forcément sa part de responsabilité, mais ce que je veux dire, c'est que la solution ne pourra pas venir uniquement de l'intérieur de l'entreprise, parce que tout cet environnement social est entretenu peut-être par les entreprises en général, et pas une entreprise en particulier, mais aussi tout un faisceau de choses, de ce qui se passe sur les campus. Donc il y a plein d'éléments. Vous prenez le cinéma. Un film normal, 70% du temps de parole pour les hommes, 30% du temps de parole sur les femmes.
Quand le héros du film est un homme, c'est 90% pour l'homme. Quand le héros du film est une femme, 50-50. Bon, ça, c'est pas l'entreprise, c'est Hollywood, ou Netflix, ou Studio Canal, hein, ou Amazon. Donc ça, c'est pas l'entreprise. Donc il y a quand même énormément de choses dans la société qui entretiennent cette inégalité. Et c'est pour ça que c'est une trajectoire longue. Je vais vous contredire, je me permets. Derrière le cinéma, ce sont des entreprises, manifestement. Juste pour qu'on se parle bien de la même chose. Je pense que Paige, vous avez peut-être un avis. Je pense à la communication très axée sur la diversité de Coca-Cola. Coca-Cola investit ces territoires-là en matière de communication depuis des années. Quel est votre regard à vous sur le poids de la société, sur l'évolution des mœurs, le poids des entreprises, pardon, sur l'évolution des mœurs de la société? Oui, enfin moi j'ai un point de vue assez fort là-dessus. Moi je trouve que c'est absolument une responsabilité de l'entreprise de trouver les moyens de rendre ça plus facile autant qu'on peut. Bien sûr qu'on ne peut pas tout contrôler, mais dans ce qui est dans notre contrôle, il faut qu'on fasse des efforts pour que déjà, enfin, dans un environnement Covid, pour que ça soit, les employés le vivent de la meilleure façon possible, sachant que c'est difficile pour tout le monde, mais beaucoup plus difficile pour les femmes, vu les chiffres. Nous avons fait des choses, par exemple, de faire livrer des repas chez nos employés, enfin, en payant une partie, chose que moi j'en ai bien profité. À chaque fois que mes enfants étaient à la maison, ça disparaissait dans 2 jours. Mais ça m'enlevait la responsabilité de devoir leur faire à manger. Des petites choses comme ça peut vraiment faire une différence. D'aussi avoir porte-parole, de dire c'est OK si dans une vidéoconférence, vous avez un enfant sur les genoux. Ce n'est pas un problème, c'est normal, on aura des rendez-vous qui seront interrompus. Tout le monde est en train de le vivre pour que les femmes se sentent, ou les hommes de temps en temps, mais beaucoup plus souvent les femmes, se sentent plus à l'aise et de pouvoir travailler dans un environnement qui est le leur, qui est chez elles, où elles sont interrompues inévitablement, parce que ça crée un tel stress, déjà, l'environnement Covid, de rajouter le stress d'être obligé de cacher ce qu'elles sont en train de vivre. Je pense que l'entreprise peut jouer un rôle, les patrons et les patronnes peuvent jouer un rôle de dire que c'est OK, c'est normal. Alors maintenant, quand nous sommes en train de regarder dans l'avenir post-Covid, ça va être un apprentissage pour nous tous. Donc, enfin, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Non, on ne va pas dire que les gens ils auront besoin de retourner au travail 5 jours sur 5, ça c'est sûr. Ça sera 3 jours sur 5 au bureau Coca-Cola. Mais à part ça, je pense qu'on va tous apprendre au fur et à mesure. Donc, on va mettre des choses en place. Mais ça serait important de, tous les mois, tous les quelques mois, regarder est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a jamais vécu dans un monde suivant 1 an et demi de télétravail. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Okay. Justement, c'est intéressant de se projeter sur l'après-Covid et les conséquences de la crise. C'est-à-dire qu'une étude au Forum économique de Davos montrait que l'égalité entre les hommes et les femmes avec la crise sanitaire serait repoussée de 35 ans. Donc on était à plus de 100 ans, on est à 135 ans, que ce soit égalité en termes de santé, économique, d'éducation. Est-ce que vous-même, ce sont des points aujourd'hui que vous avez... En tout cas, vous avez identifié les points sur lesquels il faudrait être vigilant dans les prochaines années, après cette crise sanitaire? Enfin, si je pense que c'est une projection si on ne fait rien. C'est-à-dire que, et je suis tout à fait d'accord, si on ne fait rien, cette crise ne peut que accroître les inégalités dans toutes les dimensions, pas que l'inégalité homme-femme. Mais en même temps, je ne suis pas là pour positiver béatement, mais je pense que c'est une formidable occasion de rebattre les cartes, ce que je commençais à dire tout à l'heure. C'est-à-dire que les technologies peuvent jouer un rôle fantastique. Là, je parle bien de l'après, sur la flexibilisation du travail, où on ne parle même plus de savoir se travailler à la maison, travailler au bureau, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est une forme de resymétrisation, de repartir un petit peu à zéro sur une même base entre les hommes et les femmes sur leur relation au travail, à leur lieu de travail, à leur employeur. Pour les employeurs, là aussi je suis d'accord, du coup, de ce point de vue-là, l'entreprise a un vrai rôle à jouer.
en donnant cette flexibilité, en donnant les outils. Et on rate quelque chose. Si on ne fait pas ça, on rate quelque chose. Et ça permettra d'inverser le 135 ans et de réduire. Donc ça, vraiment, je pense que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer et tout de suite maintenant, dans définir un plan, d'avoir une compréhension de quel est l'environnement de travail qu'elle veut pour ses salariés, de façon à ce qu'ils puissent gommer ou compenser un certain nombre de biais inhérents à la façon qu'on avait de travailler auparavant. Voilà. Et là, je pense encore une fois que la technologie a un très grand rôle à jouer ici, et les technologies sont prêtes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que oui, l'entreprise a un rôle à jouer, c'est indéniable, mais effectivement, c'est pas la seule. Et on est bien représenté, je pense, dans ce panel. Le système éducatif, pas que les grandes écoles d'ailleurs, mais avant les grandes écoles. Voilà, parce que moi, quand je fais face à une sortie d'université dans mes secteurs au niveau mondial, où il n'y a que 30% de femmes, donc je fais tout pour... voilà, je pense que mes concurrents aussi, on est tous à essayer d'intervenir dans les universités. Mais on se bat quand même contre... voilà, c'est dur. Donc moi, j'ai un objectif de recruter 50% de femmes, mais sur un vivier qui en produit 30%. Donc il y a un énorme rôle à jouer de la part du système éducatif, pas que du système éducatif supérieur, parce que je veux dire HEC, ou moi j'étais dans une école d'ingénieurs, on était effectivement, je sais pas, 12-13% de femmes, enfin c'était absolument ridicule. Et en fait, on n'arrivait pas à recruter de femmes. On s'est posé la question de pourquoi. Quel est le problème? Il y a 10% des femmes qui choisissent de démarrer leur carrière par la science, l'intelligence artificielle. Là où le pool d'écoles qui les nourrit est fourni plutôt à 30%. Sous-représentativité. Et en fait, ce qu'on a compris en creusant le pourquoi, c'est que en fait, les femmes ont du mal à se projeter sur la science aujourd'hui parce que ça ne fait pas concret et on ne voit pas quel impact ça a. C'est là où je pense que l'entreprise peut considérablement aider, en montrant finalement le champ d'application concret et l'impact que ça peut délivrer. Et en fait, nous, on a commencé à le faire et on voit que ça marche. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez, Elie, sur les enseignements de
Moi, je suis totalement d'accord. Enfin, la technologie nous a démontré qu'on avait, dans beaucoup d'occasions, plus besoin d'unicité de lieu et d'unicité de temps. En fait, et ça, c'est une vraie nouveauté, parce que toutes nos organisations, tous nos modèles de fonctionnement sont construits autour de cette unicité et de temps et de lieu. Et on n'en a plus besoin pour un bon nombre de tâches. Donc ça donne énormément de flexibilité. Et là où je voulais en venir, c'est que... Ça remarche, formidable. Je vais pouvoir économiser ma voix. Pardon, il y avait une petite coupure de son. Là où je voulais... Donc ça, on n'a plus besoin de cette unicité de lieu et de temps, en tout cas pour une partie des tâches. Ça donne énormément de flexibilité et je pense que c'est là où l'entreprise, nous tous en fait, on doit bien ségréguer ce qui va continuer à demander cette unicité de lieu et de temps, parce qu'il ne faut pas rêver, tout ne pourra pas se faire n'importe où, n'importe quand on veut. Les sujets qui n'en auront pas besoin et réorganiser un peu le travail en partie autour de ça pour donner aux employés la flexibilité qu'ils demandent. Nous, ils sont très clairs, les jeunes chez nous. Ils nous demandent pas de travailler moins. Ils nous demandent pas d'avoir moins de pression, moins d'intensité, C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent de la flexibilité et une capacité à s'organiser, en fait, et à gagner finalement en indépendance. Disant, voilà, de telle à telle heure, je ne serai pas disponible, c'est prévu, et je veux pas qu'on... C'est ça qu'ils demandent, ils demandent de la prévisibilité et de la flexibilité. Et je pense que la technologie nous a démontré pendant le confinement que ça pouvait être un énorme levier. Mais ça va nous demander un gros boulot, nous, entreprises, pour se réorganiser autour de ça. Et ça va venir très vite, parce que je pense que on va avoir du mal à recruter sur les campus. Enfin, les entreprises qui ne pourront pas offrir ça, d'un point de vue RH, vont avoir beaucoup de mal à recruter. Il y a peut-être juste une chose à dire, parce que la flexibilité et le télétravail... On arrive à la fin de la session, mais allez-y. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est bon que pour les employés de bureau, entre guillemets, que nous sommes tous, j'imagine, donc on pouvait tous travailler où on veut. Il y a beaucoup de tâches, notamment chez vous dans les usines, j'imagine, c'est impossible de télétravailler, bien évidemment. Et les femmes occupent souvent des postes inférieurs aux hommes et pas dans les bureaux. Vous allez dans un magasin, un supermarché, vous êtes caissière, vous êtes caissière. Je veux dire, on ne peut pas le faire en télétravail. Et là, ce serait intéressant de voir les statistiques, dans quelle mesure on peut combiner justement cette flexibilité qui est impossible physiquement. Et du coup, on parle de c'est quoi les pourcentages des gens finalement touchés par la flexibilité du télétravail. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'on l'oublie. Un grand merci à vous. Je vais terminer peut-être par un petit chiffre, c'est toujours bien pour conclure. Début novembre, aux alentours du 4, si on se base sur la différence salariale entre les hommes et les femmes, nos concitoyennes travailleront gratuitement pour les entreprises, puisque la différence de salaire vaut quasiment 2 mois de travail versus les hommes. Merci pour cette conclusion réjouissante, Julien. Voilà. Julien, d'avoir animé, d'avoir préparé cette session. Merci à vous également d'avoir participé. Élie Girard d'Atos, et Loïc Perrache également de HEC, Paige Guillot de Coca-Cola, Xenia Legendre du cabinet d'avocats Hogan Lovells, et puis Guillaume Charlin du Boston Consulting Group. Merci d'avoir joué le jeu de la discussion et du débat autour de ces questions sur l'égalité professionnelle.